tous, bienvenue dans votre émission de santé en pleine forme. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment arrêter de fumer simplement. Comment garder ses amis tout en gardant la ligne, c'est une question surprenante et intéressante. Et enfin, une question sur le deuil. Avec moi, 3 super spécialistes. Bonjour à tous. Bonjour. Frédéric Châtaignier, qui est psychothérapeute du comportement alimentaire, hypnothérapeute et nutrithérapeute. Vous avez beaucoup de titres dans votre CV. Et aussi Philippe Bernois, qui est spécialiste en hypnose et en PNL, et Déborah Yorevet, qui est coach en diététique. Comment vous allez? Très bien, merci. Est-ce que vous fumez? Non. Très bien. Pour les personnes qui fument, on va savoir tout de suite comment arrêter de fumer avec notre coach. Alors, pour arrêter de fumer, en fait, il faut allier 3 outils indispensables, la nutrition, l'hypnose et la nutrithérapie. Pourquoi? Parce qu'il y a une addiction, bien sûr, derrière la cigarette, mais qui n'est pas seulement psychologique, qui peut être aussi physiologique. Et on n'a pas forcément conscience que l'addiction derrière la cigarette, ce n'est pas que la nicotine. On a une addiction au sucre. Pourquoi? Parce que les industriels du tabac mettent du sucre dans les cigarettes, pour la plupart, et trempent le papier à cigarette dans l'eau sucrée. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens qui arrêtent de fumer ont peur de grossir, parce que derrière, on a cette addiction au sucre. Donc, il y a effectivement une compensation qui peut se tourner sur les féculents, sur l'alcool, sur les sucreries, et qui fait prendre du poids aux gens, ce qui est réel. Est-ce que c'est automatique qu'arrêter de fumer fait prendre du poids? C'est pas automatique, mais comme fumer a un effet anorexigène, lorsqu'on arrête, on retrouve une envie normale en fait de manger. C'est-à-dire que lorsqu'on fume, on a moins faim. C'est ça, on peut avoir un peu moins faim en fumant. Donc pour arrêter de fumer, naturellement, on va allier une séance d'hypnose qui est globale, qui est très très intense, qui va traiter le comportement vis-à-vis de la cigarette. Donc on va avoir le dégoût de la cigarette et puis surtout la libération. On va se libérer et être fier de soi. Mais on va allier le côté physiologique, puisque, comme je le disais, il y a une addiction au sucre derrière cette cigarette. Et donc, dans l'alimentation, il va falloir pallier à cette addiction. Et là, on va traiter les neuromédiateurs. Les neuromédiateurs sont les messagers chimiques qui sont en lien avec nos addictions. Et pour se débarrasser d'une addiction au sucre, eh bien, il va falloir manger des bonnes sources de matières grasses, justement, et des protéines qui vont nourrir nos neuromédiateurs. Lesquels, par exemple? Par exemple, l'aliment anti-addiction par excellence, c'est l'œuf, mais le matin uniquement, jamais le soir. Sans beurre, j'imagine? Si. Le beurre, c'est un des rares produits laitiers qu'on va garder, justement, qui ne pose pas de problème et qui va contenir de la vitamine D. Tous les fumeurs sont carencés en vitamine D et en vitamine C. Il y a d'autres carences en antioxydants aussi, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des cancers en fumant parce que les antioxydants sont primordiaux pour éviter l'oxydation des cellules. Donc le matin, du beurre, un œuf avec un peu de beurre. Toujours associé protéines et féculents, mais les féculents le plus complets possible pour que ça tienne sur le temps. Puisque quand on est rassasié avec des aliments denses en qualité nutritionnelle, on ne va pas avoir ces envies compulsives de sucre. Et puis surtout le café. Si on consomme plus de 2 expressos par jour, on va exciter son système nerveux qui va réclamer du sucre, puisque les cellules nerveuses ne se nourrissent que de sucre. Donc, on va conseiller de diminuer les sources de caféine, qu'elles soient dans le café, dans les sodas, pour apaiser le système nerveux. Donc, le but, c'est nourrir ces hormones, apaiser le système nerveux, faire une séance d'hypnose qu'on va écouter pendant 21 jours pour ancrer ce changement d'une manière cognitive. Il nous faut 21 jours. Et la cigarette électronique, vous en pensez quoi? On aura plus vite des pneumonies et de gros problèmes puisqu'il y a des bactéries sur cette cigarette qui vont directement au poumon. Moi, je traite depuis 15 ans l'arrêt du tabac en cabinet. Je vois des gens avec des cancers du poumon, avec des pneumonies depuis qu'ils ont arrêté de fumer et qu'ils ont pris la cigarette électronique. C'est pire que tout. Les grands experts le savent, on le sait maintenant, on commence à le dire. C'est pas du tout un bon substitut, honnêtement. Donc les gens sont malades, je vous dis, plus rapidement, puisque ça va directement toucher les poumons. Et on ne lave pas la cigarette électronique, donc les bactéries qu'on a sur les mains vont directement aux poumons. Est-ce qu'on a ce même problème d'arrêter la cigarette électronique comme le problème d'arrêter le tabac normal? D'un point de vue psychologique, la cigarette électronique ramène une addiction orale liée à l'objet transitionnel, c'est-à-dire le doudou. On a sa cigarette, on a sa totote à la bouche toute la journée, et ce qui fait qu'on ne fume plus de cigarettes avec des déchets toxiques, mais on a son doudou qu'on va fumer toute la journée. Il y a l'addiction au geste, en fait. Oui, alors avec l'hypnose, l'addiction au geste passe tout de suite, en une séance. Cette addiction au geste passe tout de suite. Et avec la nutrithérapie, on va apporter des compléments alimentaires qui vont pallier ces carences en nutriments, en acides aminés, pour justement tout de suite apaiser le système nerveux. Donc on arrête de fumer en étant calme, et en ayant une bonne hygiène de vie qui va apporter beaucoup plus d'énergie.
Et qui nous protège. Le problème avec la cigarette, c'est que ça a un effet de socialisation, un peu comme la nourriture. Quand on fait de bons repas, c'est un facteur de convivialité. Et certaines personnes qui entrent en régime ont peur justement de perdre cette convivialité. Un téléspectateur nous écrit justement à propos de cela et il nous demande comment garder mes amis tout en gardant la ligne. Alors, la clé de la réussite d'un régime, c'est justement de garder sa vie sociale normale, hein, de rien changer dans sa vie sociale par rapport à ses amis, par rapport à sa famille. Mais pour garder ses amis, il faut aussi garder les moments de convivialité, les moments où on sort pour manger, où on va boire, voilà. Donc ça semble tout à fait paradoxal. Mais en fait, c'est possible à condition de suivre, on va dire, 5 règles d'or. D'accord ? Première règle d'or, je garde le secret. Ça n'intéresse personne. Je suis au régime, c'est ma vie. C'est pas du tout le problème de mes amis. Je ne demande pas à mes amis aussi de me surveiller pendant que je suis au régime. Je ne les mets pas au courant. Ce qui fait que lorsque je vais sortir, ça ne va pas du tout être sur le plateau. Je mange ce que j'ai envie. Les gens ne se mêlent pas des goûts de chacun. Chacun choisit ce qu'il veut sur le menu. Donc premièrement, je garde le secret. Personne n'est au courant que je suis au régime. Deuxièmement, je sors après avoir mangé. Alors la technique, c'est que je suis proactive. Hein. Je ne vais pas subir la sortie. Je dois aller au McDo. Je dois aller. Non, on va aller au McDo, il n'y a pas de problème, j'ai déjà mangé. En fait, j'ai pas très faim. Donc pas de tentation. J'ai pas très faim, donc pas très tentée parce que je n'ai pas faim. Mais je vais quand même accompagner mes amis en buvant quelque chose ou en mangeant une crudité. Et je ne vais pas me sentir du tout lésée par rapport aux autres puisque je n'ai pas faim. J'ai mangé, hein, de toute façon. Oui. Voilà. Donc mais je ne vais pas dire j'ai mangé. Ça, c'est clair, puisque je ne veux pas que les autres remarquent. Et aussi, ça le fait pas trop. Je suis invitée à sortir et je leur dis non, j'ai déjà mangé. J'ai pas très faim, tout simplement. Donc voilà. Parfois, on n'est pas obligé de se justifier. On peut ne pas manger, les gens ne regardent pas dans l'assiette des autres obligatoirement. À part si on leur dit je suis au régime. Alors là, on a mis l'étiquette, tout le monde nous regarde. Il n'y a pas de problème. Donc, une fois qu'on a gardé le secret, qu'on a déjà mangé, lorsque je mange quand même quelque chose, j'ai envie de me faire plaisir, je choisis quand même un bon dessert. J'ai quand même choisi de prendre un bon dessert parce que c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de faire. Hein, c'est pas, je ne subis pas à chaque fois ce problème de régime, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est moi, je fais attention à ce que je mange, c'est moi qui décide de ce que je mets dans ma bouche, cet acte-là, c'est moi qui le fais. Hein. Donc je suis moi-même maîtresse de ce que je fais, donc je vais manger quelque chose qui est très bon. Je vais manger lentement, parce que pour arriver à satiété, il faut attendre une bonne vingtaine de minutes normalement. Donc plus on mange rapidement, plus on mangera encore. Donc c'est la règle numéro 3. Donc ça, c'est la règle numéro 3. Au niveau, donc la règle numéro 4, donc je rejoins un petit peu l'intervention, c'est que quand on sort, évidemment, il y a l'alcool qui entre en jeu. Alors l'alcool nuit véritablement au régime. Il faut savoir que l'éthanol, c'est comme ça, l'alcool en lui-même est très calorique. 1 gramme d'éthanol, ça vaut 7 calories, donc c'est vraiment énorme. C'est quelque chose vraiment à éliminer le plus possible. On va vraiment l'éviter le plus possible. Et si on doit absolument boire quelque chose, on va plutôt privilégier le vin rouge. Un verre de vin rouge, ça peut être bon. Alors le problème de l'alcool, c'est quoi? C'est que en fait, ça va se transformer en ça va graisse favoriser la rétention de graisse, surtout au niveau des hanches, au niveau du ventre. Donc on va faire attention à ne surtout pas prendre, par exemple la bière, c'est 200 calories, alors que le vin, c'est juste 85 calories. Donc on va essayer de jouer sur ça. Et enfin, 5, pour la cinquième, c'est quoi? C'est que l'équilibre alimentaire se fait sur la journée au moins, ou sur toute la semaine. Donc il ne faut pas tout de suite devenir fou parce qu'à un moment on a dérapé, un repas on a dérapé, on peut se rattraper au repas suivant. On fera donc le deuil de certaines règles et on va terminer sur une question très difficile. Un téléspectateur nous écrit, nous confie qu'il a perdu sa mère il y a de ça un peu plus d'1 an et il n'arrive pas à faire le deuil et il aimerait être aidé par notre expert en hypnose et en PNL. La PNL et l'hypnose sont très efficaces dans le domaine. La PNL plus particulièrement. Un deuil, il faut du temps. Il n'y a pas d'outils, de baguettes magiques qui permettent de faire un deuil en 15 jours, en 3 semaines. Il faut accompagner le sujet pendant un certain temps. Parce qu'il y a un certain nombre d'étapes. Alors, selon les modèles, ça sera 5 étapes ou 7 étapes. Ce n'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que les premières étapes de deuil, ce qu'on appelle le déni,
peut rester très longtemps en place et certaines personnes peuvent être dans le déni de la perte de l'être cher, des fois pendant 10, 20 ans. Quand cette étape est passée, il y a une phase qui arrive un peu plus loin, qui est une phase dépressive. Et si cette phase dépressive arrive trop loin, les conséquences peuvent être dramatiques pour la personne. On peut avoir énormément de travail et ça peut être massif puisque accumulé. Le premier travail d'un praticien, le premier travail d'un accompagnant va être de passer la phase de déni. C'est-à-dire de passer sur la phase où la personne est dans le déni, ne veut pas voir la perte de l'être cher. Ça peut être assez difficile à passer et on peut utiliser des stratégies qui peuvent être quelquefois douces, quelquefois plus provocatrices, qui permettent de faire une prise de conscience que oui, il y a une perte. Une fois que cette perte est actée, l'idée, c'est d'aller revisiter, mais les deuils, c'est des deuils pour les personnes, mais c'est des deuils pour les relations aussi, c'est des deuils pour beaucoup de choses, on fait beaucoup de petits deuils, les gros deuils sont plus difficiles, la perte d'une relation, c'est aussi le décès d'une personne, c'est aussi une relation qui se termine. On va accompagner la personne sur qu'est-ce qu'elle a retiré de la chose. Alors, il y a plusieurs étapes qui se mêlent. Il y a une étape de colère, dans laquelle la personne, on va lui demander d'exprimer ses émotions, d'exprimer fortement ses émotions. Et puis, il y a une autre étape qui va consister à analyser le bon côté. Cette personne nous a aidés à nous construire, cette relation nous a aidés à nous construire, en l'occurrence, c'est une personne. Donc, on va rebâtir autour de cette personne une imagerie qui va permettre de retirer ce que ça nous a apporté. Tout le positif que cette personne nous laisse. On appelle ça la constitution d'un mentor. Et on va constituer les souvenirs positifs autour d'une imagerie emblématique et garder ça en positif en nous. Et en général, là, on est dans la dernière étape et on retire que du positif de ce qui ressort de cette perte. Je vous remercie pour tous ces conseils, j'espère que ça va vraiment aider notre téléspectateur. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à cette invitation et d'avoir donné d'énormes conseils très importants. Je vous remercie à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous écrire sur www.enpleineforme.net. Nous serons toujours là pour répondre à vos questions. À très bientôt. Au revoir.